Allez, on vous reparle du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que depuis son record du mois de novembre, la crypto a décroché de près de 30%. Comment on peut expliquer cet accès de faiblesse, ce petit coup de mou ? On en parle avec vous, Xavier Patrolin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Président d'Albatros Capital. On était à 70 000 $ le mois dernier. Là, on est sous les 50 000. Pourquoi le Bitcoin et peut-être aussi les autres cryptos que je n'ai pas regardé, à dire vrai ? Pourquoi est-ce que tout ça est à la peine en cette fin d'année ? Alors, le Bitcoin a un statut un peu particulier parce qu'il a plus baissé que les autres crypto-monnaies. C'est quasiment dans un rapport de 1 à 10. L'Ethereum, qui est juste en dessous en termes de capitalisation, a baissé quasiment 10 fois moins. Oui, 3 fois moins, pas 10 fois moins. Ouais. 3 fois moins. Alors ça se fait dans un contexte très particulier. Ça se fait dans le contexte d'un reflux des actifs risqués. Donc ça ne touche pas uniquement le Bitcoin. Et ça se fait dans le risque de Omicron. Le risque de resserrement monétaire, et c'est important le risque de resserrement monétaire parce qu'une partie des acheteurs sur le Bitcoin sont des acheteurs qui sont sur effet de levier. Et donc sur effet de levier, ça a forcément un impact important. Dès que le cours du Bitcoin rebaisse, eh bien mécaniquement... On a un petit souci de micro, c'est pas grave. Alors, il va nous remettre le micro. On a un petit souci de micro, c'est une chose qui arrive. On est en direct sur Boursorama, voilà. Donc on n'a rien, en gros, Laurie, on n'a rien depuis tout à l'heure, c'est ça ? C'est bon ? C'est meilleur, voilà. Pour qu'on ait un meilleur son. Donc alors ? Donc ça se fait dans un contexte de reflux potentiel de la liquidité mondiale et de resserrement monétaire du côté de la Fédérale Réserve. Ça a un impact non négligeable pour ceux qui sont sur le Bitcoin avec achat à effet de levier. Ouais. Et globalement, c'est le mouvement qui s'est produit il y a une dizaine de jours. On a eu des ventes forcées par des places de marché transactionnelles qui ont coupé les positions parce que les appels de marge devenaient déficitaires. Et donc, les places de marché Bitcoin ont coupé ces positions, ce qui a fait cette espèce de flash crash qui a amplifié le mouvement de baisse. C'était le 4 décembre, on est quasiment, je sais pas, au 20-25%, je ne sais plus, de baisse. Voilà. Tout ça s'est produit quasiment en une heure. Voilà. Et c'est ça s'est produit à la clé. Non, c'est un élément parmi d'autres. C'est quand même hyper intéressant, Xavier, de se dire qu'on a une crypto qui est déjà hyper volatile et qui a beaucoup de positions qui sont avec de l'effet de levier dessus. Oui, alors beaucoup de positions. C'est difficile, là il faudrait vraiment parler à des spécialistes qui font du transactionnel quotidiennement, mais il y a des positions importantes. Oui, il y a des positions importantes et c'est probablement ce qui explique le phénomène d'ailleurs d'accélération du Bitcoin depuis au fond le 4e trimestre de l'année dernière. Le 4e trimestre de l'année dernière, on était aux alentours de 10 000 $ sur le Bitcoin et on est passé de 10 000 $ à 70 000. Voilà, c'est ça. Et probablement qu'une grande partie du mouvement d'accélération qu'on a vu sur le Bitcoin sur ces 4 derniers trimestres a été produit non pas uniquement par des institutionnels qui sont dans des logiques de diversification, mais probablement par la cohorte des investisseurs, entre guillemets particuliers, qui jouent les effets de levier. Ouais. Et donc ça, c'est un élément à suivre parce que dans le reflux de la liquidité mondiale auquel on peut s'attendre au début de l'année prochaine, ça ne va pas être sans impact. Et la question va être de savoir si entre guillemets, les petites mains du marché du Bitcoin vont être relayées par les fameuses baleines. Les baleines, ce sont ceux qui sont investis sur le Bitcoin et qui sont riches probablement dans l'instant de plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars, qui sont sur le Bitcoin depuis très longtemps, qui n'ont pas bougé leur position et qui, eux, seraient susceptibles d'amplifier ce phénomène. Donc le marché est un peu fébrile parce que le déclenchement des mains dites fragiles, des mains leveragées, des mains qui sont avec des effets de levier et des effets de levier qui ne sont pas négligeables. On n'est pas sur des effets de levier de 1 à 2, on est dans certains cas aux États-Unis sur des effets de levier de 1 à 10. Donc ça commence à 1 à 10 quand ça décroche de 20%, ça fait très mal. Il n'y a plus rien. Ouais, exactement. Et donc c'est ça qui doit être suivi. Bon, est-ce qu'il y a toujours autant de cracks éclairs sur le Bitcoin ? Oui, alors oui. Des cracks éclairs, c'est des vissages comme ça de 15, 20, 25% en séance. Il y en a eu un cette année au premier semestre, en mai, je crois, le 19 mai ou quelque chose comme ça, où le Bitcoin a perdu en quelques jours 30%. Donc, il y en a moins. La question, c'est est-ce qu'il y en a moins parce que ce marché, on dit, il s'est un petit peu institutionnalisé avec l'apparition comme ça on a des grandes banques américaines qui en font, on a vu des fonds de pension. J'ai vu cette étude Natixis IM qui dit qu'un institutionnel sur 4 est investi en crypto. C'est énorme. Hein. Oui, alors entre ce qu'ils déclarent, entre le déclaratif et ce qu'ils font réellement, il y a probablement un abîme assez grand. Mais par contre, effectivement, tout le monde s'intéresse à la blockchain, plus généralement au-delà du Bitcoin. La blockchain a probablement beaucoup de potentiel.
Sur l'institutionnalisation du Bitcoin, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu depuis... Et donc, la forme de respectabilité, puisque maintenant, même les fonds de pension américains sont dessus, même... Oui, mais si je regarde la volatilité, je calcule bêtement la volatilité, je prends le Bitcoin comme un actif, je ne me pose pas de question de savoir ce qu'il est, au fond, je regarde sa volatilité. Sa volatilité reste quand même énorme, elle n'a pas profondément baissé. Alors certes, elle est moins élevée qu'elle n'était il y a encore 2-3 ans. On tapait les 90% de volatilité, là on est aux alentours de 60% de volatilité. Mais c'est quand même énorme. Si on compare par rapport au dollar, la parité euro-dollar, on est à la parité euro-dollar, on est entre 5 et 6%. Donc c'est pour avoir un ordre d'idée sur ce qui est, entre guillemets, une monnaie potentiellement transactionnelle. Donc non, ça reste extrêmement liquide. Et le problème cœur... Volatile, pas liquide, volatile. Volatile. Le problème cœur, c'est qu'il n'y a pas de cadre institutionnel ferme. Et ça, c'est l'autre point qu'il faut mentionner, c'est que la semaine dernière est une année toute singulière, une semaine toute singulière, puisque le Congrès américain recevait 6 des plus grands dirigeants des fameuses places, puisque les institutions américaines, le Congrès américain est en train de travailler sur une réglementation potentiellement à venir. Et donc c'est un enjeu économique. On a vu le maire de New York annoncer, le nouveau maire de New York annoncer qu'il souhaitait que New York soit une ville Bitcoin, c'est-à-dire une ville qui investisse dans l'industrie du Bitcoin, qui est à la fois le minage, mais qui est tout le contexte transactionnel. Donc oui, il y a sans doute des potentialités, mais ça ne change rien sur la valorisation qui pose question aujourd'hui, et c'est très difficile. Donc le seul raisonnement que j'ai vu, et tu me diras, ça va te faire largement sourire, c'est un grand gérant de hedge fund, dont je tairai le nom, qui a dit le Bitcoin a un potentiel de 250 000 $. Pourquoi ? Tout simplement parce que la capitalisation du Bitcoin doit rejoindre, quand on multiplie le nombre maximum de Bitcoins qui peuvent être minés par un cours et qu'on divise par la capitalisation aujourd'hui de l'or, eh bien on arrive à 250 000 $. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, dans son raisonnement de valorisation, c'en est un parmi d'autres, il faisait une comparaison entre la relique barbare millénaire et la relique digitale à venir. Donc, comment valoriser le Bitcoin ? À mon avis, c'est très compliqué. Et pour l'instant, ça reste principalement un phénomène éminemment spéculatif. Donc, pour que ça devienne moins spéculatif, il faudra probablement un cadre réglementaire et un usage. Enfin, un dernier point qui est essentiel, c'est qu'en termes transactionnels, c'est-à-dire pour transacter, pour aller acheter dans la vie courante de tous les jours, pas uniquement sur des places de marché, faire des achats et ventes, eh bien, le Bitcoin représente très peu de choses. On calcule qu'à peine 2 à 3% des bitcoins qui sont transactés quotidiennement servent à des opérations dans le monde réel. Le nombre d'opérations à la seconde qui est capable de supporter le bitcoin, le système, c'est 7 opérations à la seconde. Visa, ou 9 opérations à la seconde. Visa, Visa pour le monde, ils sont capables de faire 23 à 24 000 opérations secondes. Donc ça fait 2 milliards d'opérations en 24 heures. Bitcoin y arrivera, dans son fonctionnement actuel, dans son algorithme, dans son coût énergétique, n'est pas capable d'y arriver. Donc il y a encore plein d'interrogations. Incontestablement, 2021 aura été... ça reste une belle année pour bien le sûr, Bitcoin. Bien sûr, voilà, exactement. Hausse, et puis une conquête en termes de statut, parce qu'on a vu, comme tu l'as dit, des institutionnels, des grandes banques américaines, y compris JP Morgan, qui a vu son patron dire que ça valait zéro, et malgré tout, JP Morgan est en train de développer une filière Bitcoin, parce qu'il y a une demande, de la clientèle, et puis une demande de la clientèle, pas uniquement des particuliers, des institutionnels. On a vu Tesla l'accepter comme monnaie transactionnelle. Il y a des annonces tout récemment. Puis le retirer. Le retirer, puis le revenir. On voit même actuellement, ça c'est quelque chose qui devrait t'intéresser à moyen terme, c'est des ETF se monter actuellement sur le Bitcoin. Donc ça peut produire, amplifier une demande et peut-être aussi des arbitrages. Parce qu'il y a un problème de liquidité, de suivi, de sécurisation des transactions. Et ça reste quand même une vraie limite pour le développement et sa valeur économique de moyen terme. Et ça pourrait donner évidemment un coup de fouet au Bitcoin, sachant que l'inflation, potentiellement, devrait donner aussi un peu... Non ? Non, c'est plutôt la déflation. Le fonds de commerce des défenseurs... Oui, bizarrement. C'est plutôt la déflation qu'est le fonds de commerce, parce que la déflation, du point de vue au fond, le Bitcoin est créé en 2009, post-Lehman Brothers. Lehman Brothers, c'est un choc déflationniste. Ça oblige les banques centrales à être dans des logiques de quantitative easing, de politique monétaire non orthodoxe. Et donc, l'émission de billets. Et voilà. Et l'argument massu, c'est de dire on ne pourra pas sortir, malgré le thème du moment de la conjoncture inflationniste, on ne pourra pas sortir de la déflation structurelle. On est rentré dans
ce qu'on appelle la debt deflation. Donc il y a un vieillissement démographique, il y a un excès de dette partout, et ça contraindra les banques centrales à continuer à être toujours en relais du socle économique, et à partir de ce moment-là, c'est pour une monnaie numérique qui est minée de façon limitée, ça c'est une donnée de base, ça sera valable dans 150 ans encore, ou dans 2 siècles, 3 siècles, ça constitue le fonds de commerce, puisque le numérateur est limité, le dénominateur est limité, le numérateur peut, lui, progresser, et donc, voilà, la déflation est plutôt l'argument. Et là, on finit sur la hausse des taux. La hausse des taux, potentiellement, si ça met un terme aux opérations avec effet de levier, c'est pas très bon pour le Bitcoin. Voilà, c'est pas très bon, et tu noteras que la hausse des taux se fait dans un contexte inflationniste. Ouais. Donc la transition inflationniste du moment est peut-être adverse pour certaines des monnaies numériques, dont le Bitcoin. C'est autre chose pour les stablecoins, les stablecoins sont liés à des paniers de devises ou liés à des devises. Et donc là, ils ont des niveaux de volatilité qui n'ont rien à voir, mais c'est aussi des capitalisations. Moi, je me méfie du terme, mais en tout cas, quand on multiplie le nombre de titres émis par le cours, c'est aussi des capitalisations beaucoup plus faibles du côté des stablecoins, alors que du côté des monnaies numériques comme le Bitcoin, là, les capitalisations sont beaucoup plus élevées. Et donc, il y a un potentiel, oui, que la baisse ne soit pas achevée. Tant qu'on ne franchit pas, alors là c'est un dernier argument de chartisme, manions-le avec très grande prudence et toutes les précautions, et à des niveaux aux alentours de 47 000 $. On n'en est pas loin là. On n'en est pas loin, et donc voilà, et le rebond est très faible, et donc c'est une semaine assez critique, parce que c'est une semaine de rendez-vous, tu aurais dû en parler dans les jours précédents, sur les banques centrales. Peut-être que la fin d'année pourrait être plus agitée. Et le début de l'année prochaine, si les annonces cette semaine confirment un resserrement monétaire un peu plus rapide que prévu. On en reparlera cette semaine, notamment on sera avec Jean-Claude Trichet jeudi. Merci beaucoup. Donc explication signé Xavier Patrola, président d'Albatros Capital. Merci. Salut. Salut.